Bonjour à tous, bonjour et bienvenue au sommet de l'élevage 2024, un sommet sous le signe de la durabilité. Et comme la durabilité est le mot d'ordre, la question que l'on se pose, c'est comment une exploitation agricole peut-elle s'inscrire dans une logique vertueuse et de circularité? Autrement dit, comment l'agriculture peut-elle être au service de la protection de la biodiversité et de la lutte contre le changement climatique? Et si nous rentrons un petit peu plus dans le creux de notre sujet du jour, c'est-à-dire l'énergie, comment le bilan énergétique d'une ferme peut-il être positif, c'est-à-dire d'aller au-delà de la neutralité carbone, au-delà des accords internationaux, et comment celle-ci peut-elle contribuer à limiter le changement climatique? Autant de questions que nous allons nous poser aujourd'hui dans l'émission Horizon Vert, et pour cela, nous avons invité le secteur bancaire. Autour de la table aujourd'hui, Bruno Bove, directeur commercial régional de l'agriculture et de la viticulture de la Banque Populaire Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, et Pierre-Henri Grenier. Pierre-Henri, vous êtes directeur exécutif de la Banque de la Transition énergétique pour la Banque Populaire. Bienvenue, messieurs. Bonjour. Merci, messieurs, d'être présents avec moi aujourd'hui. Je disais que le secteur bancaire était aujourd'hui autour de la table parce que, disons-le, il n'y aura pas de transition énergétique sans investissement et sans une redirection des flux financiers. Vous êtes aussi des banquiers heureux, fiers de votre métier. J'ai envie de dire pourquoi. Vous avez, Pierre-Henri, créé cette banque de la transition énergétique. C'était le 15 septembre 2020. Qu'est-ce qui vous a fait créer cette banque ? Alors, cette banque, pour moi, c'est la raison d'être d'une banque coopérative. Et puis, c'est un métier que j'aime. Moi, je suis métier de banquier, c'est un beau métier. Et je me dis, on a un rôle, nous, c'est que nos clients soient le plus durables possible. Et pour être durable, il faudra qu'ils procèdent à des investissements. Pour des investissements, il faudra du financement. Pour des financements, il faudra de l'épargne. Pour de l'épargne, il faudra une banque. Et donc, nous, dans tout le circuit court bancaire, on est indispensable à la durabilité d'une exploitation. C'est ça qui donne du sens à votre métier, qui vous donne envie de vous lever le matin. Oui, c'est ça. Et puis, c'est aussi faire évoluer l'ensemble de nos clients vers une meilleure durabilité pour nos clients, mais aussi pour l'ensemble de la société, pour Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, on a un rôle à jouer. Bruno Bove, ça fait, allez, disons-le, 3 décennies que vous travaillez pour la Banque Populaire. Je ne dis pas de bêtises, 34 ans. C'est ça. Pourtant, la Banque Populaire, ce n'est pas nativement la banque de l'agriculture. Alors, comment vous avez réussi à engranger toute cette expertise ? Alors, vous avez raison, même si la Banque Populaire n'est pas nativement la banque de l'agriculture, elle est quand même installée confortablement et durablement sur ce métier depuis plus de 30 ans. Et en fait, c'est parce que c'est une banque d'entreprise. Et aujourd'hui, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, qui compte 100 000 clients professionnels, compte parmi ces 100 000 clients près de 9 000 clients exploitants agricoles. Et en fait, une exploitation agricole, c'est une entreprise comme une autre. Et aujourd'hui, même si on travaille avec le vivant, qu'il soit végétal ou animal, on travaille sur les mêmes contraintes de revenus, c'est-à-dire comment je fais en sorte que je sache gérer mon produit, mes charges pour faire un revenu, pour faire vivre ma famille. Voilà. Et en 34 ans, comment vous avez perçu la prise en main des questions énergétiques par les agriculteurs? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Alors, il y a une réelle évolution. Il y a une vingtaine d'années, quand on a commencé à parler de l'énergie solaire, on avait 2 types d'agriculteurs. Les visionnaires, qui avaient bien perçu qu'il y avait quelque chose à faire, même si les conditions de rachat d'électricité par EDF, disons-le, étaient très intéressantes financièrement. Et puis il y avait les opportunistes, c'est-à-dire des gens qui avaient des problématiques de revenus dans leur entreprise et qui, voyant le prix de rachat d'électricité verte, se disaient, là il y a une carte à jouer. Aujourd'hui, on est dans un contexte totalement différent. On a des chefs d'entreprise agricoles qui intègrent l'énergie renouvelable dans la réflexion de l'investissement global de l'entreprise pour contribuer à l'équilibre budgétaire, l'équilibre financier du compte d'exploitation, pour accompagner l'investissement et le revenu en cherchant à réduire ses charges, par exemple en autoconsommant de l'électricité verte. Pierre-Henri, vous avez aussi cette sensation qu'il y a une évolution dans
dans la perception et prise en main de la question énergétique pour les agriculteurs? Ben, quand Bruno dit qu'un agriculteur, c'est une entreprise comme les autres, honnêtement, pas vraiment. C'est une entreprise qui est plus innovante. Hein, moi, quand je regarde la rapidité avec laquelle les agriculteurs ont fait preuve d'entrepreneuriat pour s'approprier ces questions énergétiques, moi, je suis assez bluffé. Hein. Ça peut être le photovoltaïque, ça peut être de la méthanisation. Il y a autour de l'énergie des agriculteurs qui ont su s'emparer de la question, qui ont monté des projets, qui les ont fait émerger et qu'on a su les financer. Mais il y a un côté entrepreneurial dans l'agriculture, moi, que je trouve toujours remarquable. Vous dites même que les agriculteurs ont une longueur d'avance vis-à-vis du monde industriel. C'est incontestable. Hein. Moi, quand je vois, parce qu'avec la BTE, on va financer des agriculteurs, mais aussi des industries, oui, on peut le dire, hein, les agriculteurs ont un coup d'avance, hein, très nettement. Quel est l'objectif dans votre secteur? C'est pas simplement de s'adresser aux agriculteurs. Le but, c'est de créer, de favoriser un écosystème. Alors, je pense, de toute façon, la transition énergétique, pour moi, elle n'existera que par des écosystèmes. On ne peut pas se déclarer soi-même qu'on va sauver la planète. Si on veut vraiment travailler sur la lutte contre le réchauffement climatique, l'adaptation surtout au réchauffement climatique, il va falloir créer des communautés et des gens qui travaillent ensemble. Hein. Et dans ce travail ensemble, l'agriculteur sera essentiel. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est comme lui qui nous nourrit, hein, et qu'on aura besoin d'une alimentation durable si on veut continuer à avoir une prospérité durable. Bruno, vous vouliez compléter. Non, je partage tout à fait ce qu'a dit Pierre-Henri. Et il est vrai que quand on dit que les agriculteurs ont de l'avance en matière d'innovation, je crois que c'est justement la marque de fabrique aujourd'hui des jeunes agriculteurs qui s'installent, qui malheureusement doivent faire face à des reprises de plus en plus onéreuses et de plus en plus souvent hors du cadre familial. Et donc, ça appelle à un besoin d'investissement beaucoup plus important, donc aller chercher des revenus plus conséquents, et donc ils doivent être imaginatifs et innovants pour ce faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans beaucoup de projets d'installation, on a un projet de production d'énergie renouvelable. Ça devient même plus optionnel finalement. Non, c'est pas optionnel, c'est courant. Et en plus, si vous voulez, on a l'expérience. Aujourd'hui, les banquiers qui ne financent que ce qu'ils comprennent ne se posent plus de questions quand on lui dit je vais mettre des panneaux solaires. On sait que ça marche et que ça produit. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Et on parle des panneaux solaires, mais les panneaux solaires, c'était presque, effectivement, les agriculteurs étaient presque précurseurs. Aujourd'hui, on a des projets de méthanisation, de valorisation d'effluents. On est sur des projets d'envergure qui, là aussi, valorisent tout sur la ferme. Alors, on est d'accord, sachant qu'il n'y a pas de comparaison entre un projet de méthanisation et un projet d'une centrale solaire classique, parce que la différence, c'est quelques millions. Donc les projets de méthanisation sont moins nombreux parce qu'ils exigent énormément de capitaux d'investissement. Ils peuvent être individuels chez des agriculteurs qui ont une vision entrepreneuriale, qui vont effectivement se poser la question du traitement des effluents et puis finalement de l'utilisation du digestat, c'est du résidu de la méthanisation, pour améliorer les conditions agronomiques de leur sol. Mais ils peuvent être collectifs chez des gens qui ont réellement à plusieurs un projet de diversification de revenus et qui, et là je vais le dire, vont ne pas se poser la question, vont faire finalement des cultures non plus pour nourrir les citoyens, mais pour produire du gaz. Cela dit, ce gaz, il va bien servir à entrer dans un processus de production pour les citoyens et tout le monde va quand même en bénéficier. Mais c'est deux approches différentes. Est-ce que les agriculteurs sont climato-conscients ? Je pense qu'il n'y a pas plus climato-conscient qu'un agriculteur quand il voit les évolutions climatiques auxquelles il est confronté. Hein. Les changements climatiques, il le sent, il le voit au quotidien. Hein. Et ça va ne faire qu'empirer, hein, les dérèglements climatiques, la nécessité aussi d'adapter les cultures aux nouvelles conditions climatiques auxquelles on va être confronté. Ça, c'est des choses dont les agriculteurs ont bien conscience, hein, et parce qu'ils le touchent du doigt au quotidien. Or, l'élevage est souvent décrié, en tout cas vu de manière assez binaire, hein, comme néfaste pour la biodiversité et le climat. Comment casser cette idée reçue ? Je me permets, quand on dit que l'élevage est décrié,
il faut raison garder, Fadi. Je la garde. Quand on est dans le Massif central, où 90% du territoire est représenté par des prairies naturelles, où on ne peut faire pousser que de l'herbe et rien d'autre, et de l'herbe qui ne pose pas de problème sur les qualités nutritives de nos animaux, qu'est-ce qu'on peut produire d'autre que des ruminants? Rien. En fait, quand l'élevage est décrié, ce n'est pas celui du Massif central, ce n'est pas celui des grandes prairies naturelles, c'est l'élevage à connotation industrielle, ce n'est pas le nôtre. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a quand même un miracle de la nature qui s'appelle la photosynthèse. Et c'est bien la production agricole qui capte le carbone. Donc il y a une fonction de capture de carbone aussi dans les prairies naturelles. Et quand on fait plusieurs foins, qu'il y a plusieurs pousses, on capte encore plus. Donc il ne faut pas oublier non plus que l'agriculture, elle permet une capture, une captation de CO2 qui ne serait pas capable, qui ne serait pas la même que si on avait des friches. Et cet aspect n'apparaît pas dans l'équation. Alors est-ce que l'équation est mal posée et pourquoi on ne prend pas en compte suffisamment ces aménités positives dont vous parlez? Alors, si je puis le permettre, le monde agricole le prend en compte. La preuve, c'est qu'il y a plein d'initiatives en matière de raisonnement neutralité carbone au niveau de la profession agricole qui s'organisent. Il y a des structures organisées avec le sceau de la profession qui permet aujourd'hui d'échanger des certificats carbone et d'accompagner les exploitants agricoles sur une forme de neutralité en raisonnant leurs projets. Et je pense que c'est les gens qui ne connaissent pas le métier, qui sont des observateurs, qui décrivent le système, mais qui ferait mieux effectivement de venir rencontrer les éleveurs et de regarder clairement ce qu'ils font pour s'inscrire dans une logique de neutralité carbone. Alors je repose la question de tout à l'heure. Est-ce que les banquiers sont climato-conscients? En tout cas, j'ai l'impression d'avoir en face de moi deux experts. Ah ben oui, bien sûr. Enfin, de toute façon, c'est clair. Il n'y aura pas, je le redis ce que j'avais dit en introduction, il n'y aura pas de prospérité durable s'il n'y a pas d'investissement, donc s'il n'y a pas de banque pour les financer. Et donc, nous, c'est notre rôle. Nous, en tant que banque, nous, on ne sera durable que si nos clients sont durables. Donc, on a aussi un intérêt objectif à les accompagner vers la transition. Et avec la BTE, avec ces livrets qu'on a, puisqu'on mobilise l'épargne, quand vous regardez au niveau national, si on veut arriver à respecter les 66 milliards d'investissements annuels pour la transition énergétique, la seule solution, c'est d'essayer de mobiliser une partie des 6 000 milliards d'épargne des Français. Il n'y a pas d'autre solution. Et les seuls acteurs qui savent faire ça, c'est les banquiers. Donc on a notre rôle à jouer. Nous, à la BTE, on a calculé que pour 1 000 euros d'épargne, c'est 190 kilos de CO2 évités. Voilà. Donc avec nos 500 millions de crédits, on a économisé la consommation d'une petite ville de 7 000 habitants. Et là, c'est très parlant. Donnez-nous d'autres chiffres, Pierre-Henri. Combien au sein de la Banque Populaire, en tout cas cette banque de la transition énergétique, combien d'épargne avez-vous mobilisé? On a mobilisé plus de 400 millions d'épargne et on a reprêté 550 millions de crédits. Donc vraiment, et uniquement sur des projets qui décarbonent. En l'espace de 3 ans? 4 ans, on va dire. Allez, 4 ans. Allez, 4. Ouais. Et ça, c'est du concret. Ah ben, c'est du concret, c'est du quotidien. Et puis, nous, en tant que banquiers, on est des financeurs. Mais pas seulement. Parce qu'on a un actif, c'est qu'on a la confiance de nos clients. Et quand on va voir un patron de PME ou un agriculteur avec des solutions opérationnelles, en disant là, il y a des choses à creuser, là, il y a des choses à faire, et on a tout un écosystème d'entreprises partenaires qui savent apporter des solutions, alors on est écouté, et puis s'ils font affaire, on financera derrière. Mais écoutez, moi je rajouterais que sous le contrôle de Pierre-Henri, les banques ont une obligation de verdir leur bilan. Donc on n'est pas velléitaire. Oui, aujourd'hui vous êtes un peu ciblé quand même. Mais on est ciblé et le régulateur, tous les organismes qui sont là pour contrôler, réguler les banques, nous imposent une démarche en la matière. Donc de toute façon, on n'a pas le choix. C'est ça, s'inscrire dans la durée. On n'a pas le choix. Alors avez-vous de belles histoires, Bruno, à me raconter? Vraiment des projets que vous avez accompagnés qui ont marqué votre carrière? Mais alors des histoires, j'en ai plein, Fadi. La dernière en date, c'est peut-être notre plaisir quand nous avons un client qui a été promu lauréat du prix national de la dynamique agricole au niveau national, dans le groupe des banques populaires, en 2023. Pour tout ce qu'il a fait. En fait, c'est l'histoire d'un GEC
de Héguen de Fléchat dans le Puy-de-Dôme. Hein. On est dans le Puy-de-Dôme. On est dans le Puy-de-Dôme, hein, au pied du Puy-de-Dôme. Et c'est une entreprise déjà qui n'est pas une entreprise familiale, c'est-à-dire qui regroupe effectivement 8 associés alors il y a quelques liens de parenté, mais il y a des associés hors cadre familial. Et en fait, ils font tout du champ au fromage en passant par là. C'est-à-dire que tout est raisonné agriculture durable, c'est-à-dire que les pratiques culturelles, le maintien des qualités physiques de leur sol bénéficient de toutes les recherches en matière d'agronomie et notamment bénéficient de l'épandage du digistat de leur méthanisation. Ils ont mis en place une méthanisation pour traiter les effluents, pour, grâce au digestat, améliorer les propriétés physiques de leur sol. Mais c'est des gens qui ont fait également des centrales solaires parce qu'ils veulent économiser la charge d'électricité. Et tout dans leur process de fabrication est tracé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une partie de leur production est servie sur leur table dans leur ferme auberge et ils sont capables d'expliquer comment le produit, nativement, il a été créé dans le champ. Et c'est une belle histoire. Et là, ils ont poussé le curseur de la durabilité très loin. Très loin. Et ils n'arrêtent pas. Ils sont toujours à réfléchir au coup d'après. Ils sont innovants. Pierre-Henri, un exemple extrêmement original. Ah oui. Alors on est au sommet de l'élevage. Là, je suis entouré de bêtes qui font plusieurs quintaux. Moi, je vais vous parler du prix du coup de cœur de la transition énergétique quand on a rendu les prix en 2023. Alors, ce n'est pas des bêtes qui font plusieurs quintaux, c'est des vers de farine. Alors, c'est pas loin, c'est en Puy-de-Dôme aussi, hein, à Saint-Ignat. Et c'est un élevage de vers de farine de Ténébrion qui vont pouvoir faire de la farine animale avec un impact environnemental extrêmement réduit. Et 1 tonne de vers de farine, c'est 1 tonne de poissons qui ne sont pas pêchés dans l'Atlantique et qui maintiennent la biodiversité des océans. Voilà. Il y a aussi l'élevage des vers de farine. Très prometteur en tout cas. Messieurs, pour terminer, je vous ai préparé un petit texte à trous. Vous allez devoir répondre en une phrase et en toute spontanéité, évidemment. Et on va commencer par Bruno. Bruno, le modèle d'élevage qui aura réussi le pari de la durabilité sera celui qui sera extensif et qui mettra en valeur les prairies naturelles de l'Auvergne. Ça, c'est dit. Pierre-Henri, même exercice. Le modèle d'élevage qui aura réussi le pari de la durabilité sera celui qui... C'est celui qui aura l'assentiment de tous les citoyens et qui seront heureux de manger une bonne viande qui vient de nos pâtures. Et il s'agit d'un projet collectif, évidemment, un modèle de société. Merci à tous les deux de nous avoir éclairés de votre expérience et de votre expertise. C'était l'émission Horizon Vert pour le sommet de l'élevage durable 2024.